Bonjour Anne-Marie, Bonjour Céline. j'espère que tu vas bien en ce mois d'octobre pluvieux chez toi. Oui, on peut pas être dehors, c'est dommage, j'avais prévu. Dommage. Bon, on s'est replié. Alors on se voit par cette visio toutes les deux aujourd'hui parce que on a trouvé intéressant de lancer des interviews. Alors on commence par toi. Voilà, on va commencer par toi. Je ne vais avoir dans cet échange que le rôle de celle qui interroge, sans ne détenir aucune réponse à ta place. Mais j'aimerais qu'on commence cette interview par quelques mots, et puis je te laisserai la parole ensuite. Saint-Exupéry nous disait que l'on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors voyons, si je te regarde avec mon cœur, eh bien je vais ressentir tout de suite ton enfant intérieur, la petite fille qui est en toi, ton vivant. Je ressens celle qui est heurtée par ce monde dans lequel la plupart, par ego, va trahir, manipuler, placer l'autre dans la case qui lui conviendra. Mais je vois aussi une enfant qui a grandi, celle qui va se défendre sans jamais pour autant attaquer ni blesser, celle qui, parce qu'elle a vécu son lot de souffrance, va, en essayant de poser ses limites, je dis bien essayer, tendre la main pour proposer une possibilité de chemin à l'autre sans jamais détenir une vérité absolue. C'est ce que je vois, moi, avec mon cœur, mais ça m'est propre et je ne vois ça qu'avec mon cœur naïf, peut-être. Voyons, toi, Anne-Marie, comment aujourd'hui t'es-tu élucidée? Waouh! Cette question, je dis: «Quelle réponse donner à ça?» Eh bien, d'abord, peut-être, pour ouvrir ça sur toi, commençons par peut-être la psychanalyse. Qu'est-ce que la psychanalyse pour toi? Es-tu psychanalyste, Anne-Marie? Ah non, moi je suis rien du tout. D'ailleurs, j'ai pas de nom, j'ai pas de prénom. De mon histoire de vie, je n'ai ni nom ni prénom. Je suis juste connectée au vivant. Alors, la psychanalyse pour moi, bah, c'est un tout. Il n'y a pas une psychanalyse, il y a des psychanalyses. Il n'y a pas de scission dans la psychanalyse. C'est vraiment, d'abord quand on regarde Jung, Lacan, Dolto, et cetera, quelque part, il y a du vivant chez tout le monde. Simplement, il y en a qui ne l'ont peut-être pas accepté parce qu'il n'était pas temps, parce que c'était pas en mouvement, parce que peu importe la raison, mais on voit qu'il y a un lien à tout. Donc pour moi, il n'y a pas de scission. Même chez Lacan, je vais en surprendre beaucoup. Je ressens beaucoup de vivant dans ses propos, que comme le disait d'ailleurs, comme il le disait à Dolto, d'ailleurs, il lui disait mais tu n'as pas besoin de comprendre ce que je dis, de toute façon, tu le fais déjà dans ton cabinet. Donc, je ressens beaucoup de vivant chez cet homme également, beaucoup de blessures, beaucoup de tristesse. Être psychanalyste, c'est être sans jugement, surtout. Pour moi, c'est très important. Sans jugement, à l'écoute, ne pas dire, quand on voit souvent sur Facebook d'ailleurs: «Ah bah, tu as dit que oui, mais tu es sûr que c'est un tel qui l'a écrit?» Mais on s'en fout, comme tu disais tout à l'heure, qui l'a écrit, peu importe. Ce qui est important, c'est la réflexion que ça nous amène. Et hop, je coupe le téléphone, je suis désolée. Ça, c'est ça, toujours en mouvement. Ça coupe la réflexion qui, non, c'est la réflexion que ça nous amène à penser, en fait, qui est intéressante. C'est la phrase qui est mise sur Facebook, c'est pas si elle a été écrite par Platon, par Jung, par Lacan, on s'en fout. C'est pas si on a lu tout Lacan ou qu'un bout de Lacan. Enfin, tout ça, c'est si on a besoin de se légitimer, moi, on se situe en tant qu'objet, alors que moi, je suis sujet et j'ai pas besoin de me légitimer, en fait. Hein, je suis même pas légitimée par mon nom, par mon prénom. Donc, ce qui me légitime, c'est la vie, c'est la terre, c'est le lien aux autres, c'est la psychanalyse, il ne faut pas oublier que c'est aussi le lien avec le vivant. Donc, attention, spiritualité ne veut pas dire religion, ça n'a rien à voir. Mais sans ce lien avec le vivant, sans ce lien avec l'émotion, il n'y a pas de psychanalyse. Sans ce lien avec l'humanité, il n'y en a pas. Parce qu'avant d'être psychanalyste, on est humain et non l'inverse. Hein. Parce qu'on n'est pas humain après être psychanalyste. Pour moi, non, c'est avant d'être. C'est-à-dire tout acte dans notre vie, la psychanalyse, moi personnellement, elle m'a amené à réfléchir quand quelqu'un me heurte, à regarder les blessures que ça me renvoie, que ça rouvre, que ça touche, et ne jamais juger l'autre. S'il me heurte, eh ben, c'est un autre, avec sa vie et ses propres blessures. Je te laisse parler, parce que autrement, moi, on ne m'arrête plus. Hein. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais, que tu n'avais ni nom ni prénom. Alors, on avait pu échanger toutes les deux de manière personnelle sur ce sujet-là. Mais justement, ça m'ouvre une question. Quelle femme es-tu devenue dans cette société, Anne-Marie? Euh,
Alors j'ai pas d'ego non plus, je vais surprendre les gens. C'est-à-dire j'ai pas besoin d'avoir un, j'ai pas besoin d'avoir ce j'ai un moi que j'ai dû déconstruire, que j'ai reconstruit, qui n'est jamais, sûr, et c'est justement cette incertitude qui m'autorise à grandir, à devenir, je me suis pas attachée à mon nom parce que, bah, mon nom évidemment, de naissance, c'est celui de mon père, donc non. Mon nom de femme, c'est celui de mon ex, donc non plus, et mon prénom, c'est celui de la maîtresse de mon père, donc non plus. Donc voilà, donc dans ces cas-là, tu as d'autres chemins en fait qui sont possibles, c'est toi, et je crois que c'est même pas d'autres chemins, c'est l'essentiel, c'est le plus beau chemin, c'est toi. Donc tu es toi, sans être ni femme ni rien, tu es toi avant tout. Je suis moi avant tout, oui. On est bien d'accord. Je vois souvent en ce moment sur les réseaux, sur une guéguerre de chapelle d'analystes. Que penses-tu, toi, Anne-Marie, des différents courants analytiques, des scissions entre ces analystes? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. En vouloir une, c'est vouloir se légitimer, c'est se mettre en statut d'objet, alors que nous sommes tous sujets. Il n'y a aucune scission. La scission, elle est créée par l'être humain. L'être humain, je pense qu'il adore se pervertir, se manipuler. Il ne peut pas s'empêcher. Il aime ça, il a besoin de ça. Ça doit être moteur de sa vie. Alors qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de scission. On s'enrichit tous les uns des autres, qu'on soit enfin qu'on aime Lacan, qu'on aime Dolto. D'abord, moi, c'est chez tout le monde en fait. Il n'y a pas de scission. Ça n'existe pas. Ça existe pour se légitimer. Pourquoi avons-nous besoin de nous légitimer, surtout en tant que psychanalyste? Tout à fait. Ben justement, le psychanalyste, tu le disais tout à l'heure, est avant tout un être humain. Alors moi, je pense qu'il est un être humain qui va s'enrichir de ce que d'autres vont amener devant sa route. Donc effectivement, Lacan, Freud, Dolto, Winnicott, enfin on peut tous les citer, mais peuvent tous nous amener quelque chose sans pour autant les faire se contredire, puisqu'au fond, ce sont tous des humains et ils parlent tous d'humanité. L'humain fait des erreurs. Fais-tu des erreurs, toi, Anne-Marie? Bah, bien évidemment, ce serait pas drôle autrement. Puis comme me le dit si bien Irvine d'ailleurs, nos erreurs sont nos plus belles réussites. On grandit de nos erreurs. Tu as déjà vu un chemin parfait sans cailloux? D'abord, on serait tous des monstres, on serait tous vraiment chiés. Heu, c'est les erreurs qui font grandir, c'est les erreurs qui nous interpellent à condition de regarder au bon endroit. C'est-à-dire de regarder l'erreur droit dans les yeux, et on s'aperçoit à ce moment-là que ce n'en est pas une, c'est quelque chose qui a dévié, mais dont on peut faire quelque chose de positif. Il n'existe pas d'erreur dans la vie. Que Une erreur pour moi, ce serait peut-être quelque chose dans lequel on s'enferme pour ne pas avancer, une cage. Tout à fait. Est-ce que pour toi, seuls les mots comptent? N'est-il pas autre chose? Non, les mots ne comptent pas en fait. Les mots ne comptent absolument pas. Les mots d'aujourd'hui ne seront pas les mots de demain. Les mots de maintenant, on refait une visio dans 5 minutes, ça ne sera pas la même. Les mots n'ont que la valeur de l'instant, c'est le penseur. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans les tripes, en fait. C'est notre inconscient, et puis encore plus, j'irai encore plus loin, notre vide derrière qui n'est pas véritablement vide. C'est ce lien avec l'humanité, avec le vivant, avec nous-mêmes. C'est ce qui compte. Les mots, en fait, ce qui compte, ce qui unit le monde, en fait, et qu'on ne veut pas voir, c'est l'amour entre les humains. Donc tu veux dire que l'émotion, la sensation, l'émotion est plus fort que le mot. Tout à fait, bien évidemment. Comment on fait pour regarder toutes ces émotions? Ah, ça c'est difficile à voir. Est-ce qu'on les regarde? Est-ce qu'on les ressent plutôt? Comment on Ah, fait pour les ressentir? très Ben, bien. voilà, on accepte de souffrir, en fait. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est ce que je dis à mes patients: «Si vous n'acceptez pas la souffrance, vous n'accepterez pas la vie». C'est dans la plus grande des souffrances qu'on fait la beauté du monde, en fait. Je reviens à Jésus sur la croix qui dit: «Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». Je suis pas croyante et je ne cautionne pas tout dans ses écrits, je prends juste cette phrase comme ça. Hem, Regardez il faut accepter de souffrir, en fait, souffrir et de décharger sa souffrance. Si on la garde en soi, on a automatiquement des douleurs physiques, des maladies qui se déclenchent. Il faut accepter de la sortir de soi. Je sais pas, tu veux autre chose? Non, en fait, ça me fait faire un lien, mais qui m'est personnel, entre le penseur et l'inconscient. Il faut savoir mettre le penseur de côté et peut-être se poser dans ce que l'on est réellement, dans notre vivant, pour ressentir toutes nos émotions.
Alors, c'est un lâcher-prise, tu vois? Là, je sais lâcher prise, non, c'est un lâcher-prise difficile, parce que ressentir toutes ces émotions, ça veut dire qu'on peut se mettre à hurler, à tomber, à pas comprendre, mais accepter de ressentir sans forcément comprendre à ce moment-là ce qui se joue. C'est-à-dire une émo c'est ce que je dis à mes patients: «Vous mettez une émotion dans une cocotte minute, ça marche pas, hein». Donc ça ne marche pas et celui qui veut contrôler la psychanalyse, donc contrôler l'émotion, laissez-moi sourire, je pense que l'émotion se doit d'être libre, mais justement de se libérer. Si vous essayez de la contenir avec des médicaments, si vous essayez de la contenir dans un mot, d'ailleurs, dans une attitude, ça ne marche pas. Elle gagnera toujours. Elle trouvera un autre chemin, une déviance, une perversion, des fois une manipulation, mais elle gagnera. L'émotion, elle gagne. Donc, si on n'accepte pas l'émotion, on n'accepte pas d'être vivant, pour moi, ce serait difficile de ne, en n'acceptant pas l'émotion, d'être analyste d'ailleurs, parce que je travaille autant avec le transfert qu'avec le contre-transfert. Ce contre-transfert t'impose, enfin, si on peut utiliser ce mot, à ressentir tes propres souffrances. Ça m'impose pas, ça vient ou ça vient pas. Je décharge le soir, ma voisine est contente dans la salle de bain quand elle sait que je mets la musique à fond et que je me mets à hurler. Non, non, ça ne c'est comme ça en fait, j'arrive avec mon inconscient, d'ailleurs on le voit bien, on peut prendre tous les schémas qu'on veut, on peut faire semblant. Le patient sent quand vous faites semblant. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Quand je me sens pas bien, le patient le sait. D'abord, il y a une patiente un jour qui se reconnaîtra peut-être, qui m'a dit: «Ah, là je suis partie avec quelque chose qui était pas moi». Je fais: «Bah, venez me le rendre, c'est pas grave». Voilà. Ce contre-transfert, il est important, ce qui nous interroge émotionnellement. On n'est pas psychanalyste par hasard, on est psychanalyste parce qu'on est des âmes blessées et qu'on l'a reconnu. On a placé, comme dirait Moussa Nabati, dans notre identité plurielle, notre trauma, s'il y en a un, notre névrose, l'enfant, la femme et l'homme. Donc, si on n'a pas placé tout ça, comment pouvons-nous accueillir un autre? Si on n'est pas capable de reconnaître notre souffrance, reconnaître ce qui fait écho en nous et l'analyser et en faire quelque chose, qui sommes-nous à cette place de psychanalyste? Alors, je reviens toujours à moi, bien évidemment pas aux autres, parce que je ne juge pas. Et c'est ce qui me permet, il y a ce qui se passe au cabinet et ce qui se passe après le cabinet, qui est important et qui nous permet de faire des intervisions entre psychanalystes, de regarder en nous avec toute honnêteté. En fait, là, on sent au bout d'un moment, enfin moi personnellement, je ressens quand ma névrose est touchée, je ressens quand mon trauma est touché. Je Et on propose toujours un chemin et ça ne doit jamais être notre chemin, mais attention, nous sommes d'inconscient en inconscient. Les rencontres ne sont jamais dues au hasard. Est-ce que tu penses que tu es capable de faire ça parce que tu as souffert? Waouh, 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 j'en sais rien. Dans ces cas-là, je vais parler de moi, mais pas d'un autre, parce que je ne sais pas si on est capable de faire ça, en généralité parce qu'on a souffert. Moi, personnellement, hem, pour moi, oui, ce serait ça, ce serait d'avoir accueilli ma souffrance. Est-ce que si alors mais là, c'est hypothétique. Est-ce que si je n'avais pas souffert, je pourrais être capable de faire ça? Je n'en sais rien. J'ai pas cette réponse et je veux pas le savoir. Mais moi, oui, c'est ce chemin de souffrance, hem, peut-être ma personnalité aussi, j'en sais rien, peut-être mon ouverture sur le monde, je ne sais pas. Mais oui, moi, je ne sais pas les autres, mais pour moi, oui. La petite Anne-Marie qui est en toi, 4 ans, qui se roule dans l'herbe, qui fait des châteaux de sable, qui prend ses crayons de couleur et qui va planter du thym à 11h30 dans les coteaux Pas de que la du Drôme. pas que pas que du temps. Elle est toujours là, elle est toujours avec toi. Mais bien évidemment, parce qu'en fait, être un adulte qui a grandi, c'est pas être un adulte aigri comme on en voit beaucoup d'ailleurs sur Facebook ou autre. C'est pas un adulte qui refuse son enfant, c'est un adulte qui accueille son enfant et qui accepte de l'être. Quand je suis avec ma petite fille, c'est un moment merveilleux en fait, où je me s d'abord mon fils me dit: «Mais, hem, c'est que lumière, vous êtes enfin, elle te ressemble, enfin, c'est pas qu'elle me ressemble, je pense qu'il se dégage quelque chose à ce moment-là de spontané, d'enfantin. D'abord, je suis toujours très spontanée, très enfantine, comme tout enfant mature. En fait, je respecte aussi cette spontanéité, ces jeux d'enfants. Moi, je joue au pistolet à eau, je plante des des plantes, comme ça parce que ça me prend. Je pars avec mon seau et ma pelle. Je 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 sais rire, je sais t'envoyer des messages complètement délirants entre mes consultations. Enfin, j'aime ce moment de détente où l'enfant se dit: «Ben voilà, je suis là, je ne suis pas oublié». On avance. Cet enfant, on doit l'accueillir. C'est
pour moi, c'est primordial et c'est ce que l'analyse m'a appris, c'est accueillir cet enfant et c'est ce qui rejoint Lacan, Freud, Dolto. C'est cet enfant intérieur d'ailleurs que ces femmes guerrières comme Dolto ont caché parce qu'on doit montrer le paraître, on ne doit pas se montrer enfant. Mais qui es-tu là, spontané, en train d'aller chanter Il est libre masque sur les marchés, de jeter ton sac. Qui es-tu pour faire ça? Eh bien, en même temps, tu aurais vu ce jour-là, c'était merveilleux parce que les gens se sont mis à sourire autour. Tiens, la psy, elle va chanter le visage plein de lumière. Maintenant, quand on me voit, fait, vous n'allez pas chanter. Il s'est passé quelque chose de lien humain, du vivant, qui était pour moi très important, la base de tout. C'est ça aussi, être analyste pour moi. C'est si on n'accueille pas son enfant intérieur, enfin, moi, si je ne l'accueille pas, je ne suis pas vivante. Pourquoi, à ton avis, on a si peur dans notre société de laisser s'exprimer cet enfant? Pourquoi cet adulte devienne, alors je vais dire des gros mots, hein, mais chiant? Oui, mais mais Céline, parce que des véritables connards, en fait. Parce que la société, elle nous norme, elle nous met dans des cases. On nous dit bien qu'il faut être marié, il ne faut pas tromper, c'est ça. C'est ce que je dis. On dit dans le livre, est-ce que monsieur le curé et monsieur le maire étaient des dépendants affectifs? On te dit bien, on t'a normé, ça doit être comme ça. Tu ne dois pas montrer, tu dois être, tu dois suivre. Tu dois surtout rien montrer, surtout pas être toi, en fait. Surtout, ne sois pas toi. Parce que si tu es toi, waouh, tu vas être jugé. Alors moi, je dis, soyez-vous, on s'en fout, il n'y a pas de jugement. Celui qui jugera, c'est celui qui ne peut pas regarder au fond de lui qui il est. Moi, je chante quand je vais dans les cafés, je chante partout. Et c'est comme ça. Alors, est-ce que cette personnalité où ton enfant s'exprime face à ces adultes chiens, euh, est-ce que ça dérange, tu penses? Qu'est-ce que tu leur renvoies? Ah, c'est à eux de leur poser la question, mais je pense que je renvoie l'enfant qui n'arrive pas à s'exprimer chez eux. Exactement, sûrement. Enfin, exactement, sûrement. Après interrogation, d'ailleurs, je le vois avec mes patients, après interrogation, c'est ce qu'on voit parce que quand on va chercher l'enfant, quand on va le chercher, quand c'est l'enfant qui va chercher l'enfant, il vient. Quand c'est l'adulte qui va chercher l'enfant, il ne vient pas. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme psychanalyste, présidente d'une association de psychanalystes? Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être mise dans une case? Si, mais j'y reste pas. J'y reste pas. Alors attention, je suis aussi une femme d'entreprise, donc je sais me défendre quand on m'attaque, heu, même si j'aime pas ça, parce que je n'aime pas les juges, je n'aime pas la justice telle qu'elle se présente actuellement. Elle ne me représente pas, elle n'est pas humaine. Je n'aime pas ça, mais bon, par moments, on a besoin parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. Alors c'est ma plus grande difficulté, c'est ces normes, moi, je ne suis jamais dans le jugement, mais bon, quand tu es présidente d'une association, tu dois, tu es une personne morale quand même et tu défends les adhérents, tu défends ceux qui t'ont fait confiance, ceux qui font partie de tous les courants qui viennent vers toi sans jugement, ceux qui ont aussi, je vois, on en a en ce moment qui vont pas bien pour raison X, qu'on est là pour soutenir. Parce que la psychanalyse aussi, c'est ça, c'est apprendre à nous soutenir les uns les autres et surtout pas juger. Tu ne me verras jamais juger un psychanalyste quel qu'il soit, jamais, jamais, et ni un ami d'ailleurs, ni un ennemi, parce que je n'ai pas d'ennemi. Exactement. Très bien. Eh bien, écoute, en fait, mon cœur avait presque vu juste, Ah bon? j'ai l'impression. Euh, on a fait un bouquin ensemble sur lequel on propose des chemins, des idées, surtout pas des théories toutes faites qu'on livre en pensant qu'on a raison. Euh, est-ce que tu penses que la psychanalyse peut grandir? Mais si la psychanalyse ne grandit pas, ce n'est plus de la psychanalyse. Si la psychanalyse devient des études en faculté, ce n'est plus de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est nos émotions. Il ne faut pas oublier que le centre, le noyau de la psychanalyse, c'est ses émotions. Et on n'a jamais les mêmes parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes ancêtres. Et c'est ce mélange d'émotions qui fait que l'on grandit ensemble. Ce livre qu'on a écrit toutes les deux, il est là pour interroger, pour grandir ensemble. D'ailleurs, c'est deux enfants qui l'écrivent. On le dit bien parce que l'enfant intérieur est complètement accepté chez nous. Quand on nous voit ensemble, on le voit d'ailleurs. Euh, on l'a vu Ganaël la dernière fois qui nous fait de la bulle là. Bulle. Voilà. L'idée, c'est de dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. C'est ça. Dire des choses sérieuses, importantes, sans se prendre au sérieux. Ouh On là les, là, mais attends, une psychanalyste qui ne se prend pas au sérieux? oui, une psychanalyse qui ne se prend pas au sérieux. Absolument pas. Non, parce que je ne suis pas une sachante et je ne le serai jamais. J'ai grandi de mes incertitudes. Des certitudes, j'en veux pas.
ce que je te dis aujourd'hui, je m'interrogerai sur ça demain et encore demain et En fait, tu es en train de me dire que dans cette humanité, dans ce vivant, dans cet humain, rien n'est vérité permanente, tout est dans l'instant, et que le mot d'aujourd'hui peut être différent du mot de demain, et que finalement la plus importante des choses, c'est de ressentir son émotion, et peut-être d'avoir le courage d'aller la regarder, même si elle est dérangeante, pour s'interroger sur ce qui se passe en nous, pour s'élucider. alors, faut la regarder surtout si elle est dérangeante et c'est ce qui est le plus difficile à faire, c'est on va toujours garder un endroit qui te rassure, hein. On a tous besoin du doudou, hein. On en parle d'ailleurs, la naissance de l'enfant. Vous allez tous vous marrer parce que je la raconte très bien en disant: «Plouf!» Je raconte très bien l'accouchement. Je suis très douée là-dessus, hein. Tu as remarqué aussi mes J'ai enfants. remarqué, tu mimes très bien l'accouchement. Je l'ai pas vécu de cette façon-là, mais je le raconte très bien de cette façon-là. Donc je sais plus ce que tu étais en train de me dire. Est-ce que, Est-ce qu'on doit regarder nos émotions les plus dérangeantes? Est-ce qu'on peut avoir le courage de les regarder, celles-là? alors on a peur, mais la peur, c'est névrotique, Mm. comme l'espoir d'ailleurs. Mais c'est pas si difficile en fait. Moi, je m'aperçois que c'est pas si difficile, de mettre les doigts dans la merde comme tu sais dans le quand on est tout petit en fait, on met les doigts dans la merde pour emmerder maman et ben là, on met les doigts dans la merde pour emmerder la névrose et la névrose, attention, faut pas la brimer. Faut pas les barrières névrotiques, c'est bien. J'entends tout le monde en a, moi pas trop en fait. Je m'aperçois que j'en ai vraiment pas pratiquement pas. Si, un peu de mal avec le lâcher prise complet, hein, tu confirmes? OK. Je confirme. Mais autrement, les barrières névrotiques, c'est fait pour, donner de la puissance à la névrose. Plus elle est enserrée dans les barrières, bah, plus elle a envie d'exploser et on met pas des émotions dans les cocottes minutes. Donc, la laisser libre parler, même si elle dit des conneries parce que voilà, on est humain, la laisser libre, la libérer et je sais plus, j'ai peut-être pas répondu à ta question, je suis partie à Si, côté. si, qu'il faut aller regarder ces émotions les plus dérangeantes, justement. Alors, tu sais, moi, je remarque, parce que j'ai beau avoir presque 43 ans, je suis une petite fille de 8 ans, très naïve et qui découvre encore le monde. Et je me rends compte que dans ce monde-là, la personne qui n'arrive pas à regarder au fond d'elle fuit souvent, parce que c'est toujours bien plus facile d'aller regarder ce qui se passe chez les autres. D'ailleurs, ça, on sait tous très bien faire. Par contre, avoir le courage de regarder ce qui se joue en nous, je me rends compte qu'en fait, il y a un mouvement de fuite face à ça. Qu'est-ce que tu penses du fait que... Est-ce que tu penses qu'on est tous capables de regarder au bon endroit? Je suis pas un autre, mais je pense qu'on est tous capables. Maintenant, est-ce qu'on le désire tous au fond de nous-mêmes? C'est pas certain. Puis la fuite, surtout dans le trauma, elle est facile parce que moi, ayant découvert un trauma il y a pas très longtemps, fuir, c'est quand même plus simple que de ressentir l'effroi. Moi, j'ai choisi de pas fuir, mais j'ai jamais rien fui dans ma vie. Je ne juge pas ceux qui fuient, je l'entends derrière des barrières névrotiques, mais je les vois profondément malheureux et après je vois dans leur regard, que l'enfant s'est perdu quelque part et qu'il n'existe plus. À force de fuir, on essaie de fuir son ombre, mais on regarde, elle est toujours derrière. C'est ce qu'on dit dans le livre, on dit voilà, on regarde, mais on fuit, mais quoi? Mais elle est toujours derrière et ah non, ça c'est pas grave, ça s'écroule peut-être, je sais pas. Ton Ça monde, c'est... Attention, t'es en train de décrocher la... ouais, bon vas-y, continue, je bouge pas. Continue, je ne bouge pas, je vais démonter le cabinet. En fait, regarder au bon endroit, c'est regarder en soi, toujours et toujours et toujours. Mais c'est douloureux de regarder en soi, puis les gens ont besoin de sucettes. Je suis désolée, la tétine, qu'on avait quand on était petit, on a toujours besoin, mais je leur dis: «Mais attendez», c'est ce qu'on dit dans le livre, on commence avec de la purée et de la purée et des couches, mais on termine avec de la purée et des couches. Donc je suis désolée, mais entre 2, on en fait quoi? On se fait chier? On se fait Bien chier à sûr. payer la facture d'eau, à aller enfin, on se fait chier comme on parle de la Rolex. En fait, une Rolex, sur une plage, si tu es à poil, tu en as rien à foutre d'avoir une Rolex. À part si tu es dans les fonds marins, puis tout à coup, tu te dis: «Ah, tiens, j'ai rendez-vous pour bouffer avec Céline Archambault entre 13h30 et 14h». Je remonte, faut pas Faut que je me déconner. dépêche à Oh, je remonter. me déteste! Elle va avoir fait quelque chose comme ça ou une coupe de champagne. Non, non, mais c'est de l'humour, mais toutes ces normes qui sont en train de nous tuer, où on passe, on regarde Netflix pendant des heures, où on bouffe du Nutella, puis tout à coup, on se regarde devant la glace, on se dit: «Mais putain, tu as vu la tronche que tu as? Mais tu as vu la tronche tu as vu où tu l'as placé le Nutella? Il est là, tu l'as placé. C'est bon, est-ce que tu es satisfaite?» Ben non, tu te dis: «Non». Est-ce que c'est ça la vie? Non. Ah, mais si tu vas dehors, tu vas prendre un risque. Oui, mais si tu risques de te brûler les ailes, tu vas vivre et tu te les brûleras jamais complètement, elles repousseront. Donc, en fait, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants.
Alors effectivement, Anne-Marie, oser aimer, c'est oser souffrir. Oser vivre, c'est savoir qu'on va mourir. Oser regarder à l'intérieur de soi, c'est savoir qu'on va y voir quelque part de l'ombre, comme nous tous, mais sans ombre, il n'y a pas de lumière. Oser sourire, oser être naïf, c'est prendre le risque d'être trahi. Et je sais ce que je dis. Voilà, en fait, osons être vivants, parce qu'en fait, la souffrance fait partie de l'existence, et sans souffrance, il n'y a pas de joie de la vie. Alors, je crois que la naïveté et la spontanéité, c'est que les gens ça fait très peur, en fait. Ça fait peur aux gens et même la bienveillance, tu vois, quand tu es bienveillant, tu es accusé d'être manipulateur. Je crois que les choses ont la société est tellement pervertie que maintenant, c'est la perversion qui est dans les normes et qui est bien. Quand tu es pervers, quand tu es manipulateur, tu es bien. Dès que tu es dans la bienveillance, la spontanéité, le naturel: «Ah mais non, mais tu déconnes, là, tu as rien à foutre là, donc c'est toi le pervers». Je crois qu'on est en train de la société est en train de tourner d'une façon où il y a plus de naturel. Le naturel fait peur parce que quand on se montre, bien, on est jugé. Nous, on s'en fout d'être jugé, en fait. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, bah, c'est ce qu'il se dit, mais c'est absolument pas vrai. Quand tu vois tous les patients qui arrivent, ils ne comprennent même pas pourquoi ils en sont arrivés à ce point-là. Moi, vivons heureux, vivons, dehors, vivons à poil dehors sur une plage, sautons au milieu des vagues, je sais pas, vivons quoi, en fait. Ressentons quelque chose, ressentons la pluie, sans se dire: «Ah, je vais mettre un parapluie», ressentons la neige sans dire: «Ah, c'est froid», ressentons le soleil, sans se dire: «Ah, ben merde, là, on va avoir trop chaud». Vivons. Est-ce que tu comprends, Anne-Marie, que cette personnalité que tu décris, l'enfant naïf qui ressent, qui s'interroge, qui va dire les choses, qui va peut-être montrer ben, son vrai au monde, est-ce que tu comprends qu'il peut heurter l'autre qui est renfermé dans cet adulte chien? Bah oui, parce qu'il heurte les masques, le paraître, ce faux self qu'on a mis pour la société, parce que si tu pas habillé d'un faux self, si tu arrives en maillot de bain, on sait très bien, à la préfecture, ça va peut-être pas le Ça va pas faire, le faire. hein, et qu'on peut même plus planter des plantes tranquillement dans les Non, jardins c'est sans avoir fini. les pieds au cul. Donc voilà, donc tu sais que ce naturel, il dérange et c'est ce que je te dis, il dérange tellement qu'il est devenu la perversion. Finalement, on est dans une société actuelle où c'est les adultes chiants qui priment, qui, euh, qui mettent un tabou, une censure sur toute leur naïveté et leur cœur d'enfant. C'est ça? Oui, c'est ça et en même temps, ils sont tellement chiants qu'ils en vomissent eux-mêmes, mais ils savent même pas pourquoi ils dégueulent, en fait. Ils en vomissent eux-mêmes, on dit: «Ah mais c'est pas grave, c'est pas grave». C'est la chute de l'histoire. Ils disent: «Mais c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre». Mais non, mais en fait, compte, c'est eux, que l'enfant libérez votre enfant, en fait, j'ai envie de dire. Laissez-le vivre. Mais qu'est-ce que ça change, en fait, et qu'est-ce que le regard des gens change? J'étais l'autre fois, à la mairie, puis j'étais en train de râler, moi aussi, contre la facture d'eau, on en reçoit ça en ce moment 3 ou 4 d'un coup. Et puis il y a la présidente de communauté de communes, elle fait: «Mais tu as fini de gueuler là? Tu as fini de gueuler? Mais tu viens, on va boire un café, tu vas arrêter de gueuler». Voilà, c'est ça en fait. C'est ça, enfin, acceptons d'être naturel, d'être, bah, oui, je suis en colère comme tout le monde, l'enfant est en colère, l'adulte qui a grandi des fois est en colère. Je suis en colère contre moi dans ces moments-là, pas contre l'autre, je sais le faire, mais bon, je libère ma colère, mais j'en veux à personne puisque je sais que de toute façon elle m'appartient et c'est vers moi qu'elle se dirige. Finalement, quand un autre nous heurte, nous nous heurtons nous-mêmes. Nous nous heurtons nous-mêmes, c'est à nous qu'on lance des coups en fait. On se lance des coups de poignard à nous-mêmes et si on ne sait pas se libérer de ça, on ne peut pas être vivant, on ne peut pas vivre, on ne peut pas, c'est quoi le bonheur? Comme dirait ma petite fille quand elle chante: «Il est où le bonheur? Il est où?» Il est là, Eh ouais. il est là. Voilà, c'est ce on a chanté au jardin d'enfants et on a commencé à chanter cette chanson et tout à coup, je vois une dame au loin qui me dit: «Il est là» et puis ma petite fille, elle me regarde, elle fait: «Mais non mamie, il est là, il est là» et puis tout à coup, tout le monde il y avait plein de papy et mamie qui étaient là, tout le monde était visage tendu et tout le monde s'est mis à chanter. Et c'était un très bon moment. Et c'est ça les enfants en fait. Sortez de votre vie de merde, acceptez d'être vous-même. Le jugement, bah, si on a besoin de juger, celui qui juge, c'est qu'il a besoin de se légitimer. Hein. Lacan criait, vous m'entendez, Françoise Dolto l'entendait très bien d'ailleurs. Elle lui prêterait d'ailleurs, si elle était là-haut, son oreille pour qu'il puisse enfin s'entendre. C'était une âme profondément blessée, mais on regarde dans son écrit, si on regarde pas ses écrits aveuglément,
simplement avec les mots. On regarde, on voit dans ses écrits ses blessures. On voit dans ses écrits, on voit l'enfant qui essaie de sortir, qui essaie de vous dire je suis là, vous m'avez vu, mais personne ne l'a vu. Tout le monde a vu les mots bien pensés qui vont être normés, nommés et En normés. fait, tout le monde l'a intellectualisé, mais personne ne l'a ressenti. Voilà, tout le monde a intellectualisé Lacan, mais personne n'a ressenti Lacan. Et ces grands psychanalystes, en fait, ce n'étaient pas des théories qui venaient nous donner. C'est pas du tout des théories. Tout le monde se cache derrière la théorie, mais c'est pas ça qu'ils sont venus nous donner. C'est la porte ouverte à nos émotions. Ils nous ont donné la possibilité d'en grandir, la possibilité de nous affranchir de papa, maman. Ils ont montré le chemin d'eux-mêmes, ce qui est en eux-mêmes. Alors ils l'ont écrit avec des mots, mais nous, beaucoup de psychanalystes se sont arrêtés sur ces mots qu'ils ont écrits. La vraie valeur, c'est pas dans ce qu'ils ont écrit, c'est dans les non-dits. Et quand on relit d'une autre façon et qu'on moi, au bout d'un moment, tu me vois, je suis en train de relire, j'ai un sourire qui vient, je me dis: «Mais en fait, c'est pas ça qui a voulu être dit. Il y a autre chose derrière, de plus profond que ces mots». Euh, le phallus. Le clitoris parle d'un phallus. On va faire référence à Florence Foresti, à ces hommes qui sont si Ah, fragiles. ces hommes qui pensent que tout vient de leur phallus alors qu'on est en train de leur faire comprendre qu'en fait ça vient du clitoris. Oui, tout à fait. Donc en fait, ce phallus, Anne-Marie, c'est quoi pour toi? C'est un objet. Il n'a de sens qu'une société de normes. On en parle beaucoup dans le livre, puis on termine par du Florence Foresti parce que ça ouvre débat et ça ouvre. C'est un phallus, c'est-à-dire c'est dominant-dominé, mais moi je veux rien dominer et j'ai pas besoin qu'on me domine non plus. Pourquoi avoir besoin de dominer? Alors que ça soit, au départ c'est physique, c'est cet homme qui a cette chose en plus, mais messieurs, désolé, on a quelque chose en plus aussi que vous n'avez pas, nous avons un clitoris. C'est con pour vous, chacun, chacun son truc. Donc, et Florence Foresti le dit très bien. Ah, ces hommes, quand ils tombent de trottinette, si fragiles. Avec Bon, leur bah, sac à dos, un coup de vent. bon, bon, là, c'est de l'humour, hein. On n'est pas dans l'égalité, mais on est dans l'équité. On n'est pas du tout des féministes. Heu, mais c'est ce phallus symbolique où on veut affirmer que l'autre sait mieux que vous. Il n'a de sens qu'une société de normes, une société d'enfants d'adultes aigris, je dirais même pas d'enfants qui ont pas grandi, d'enfants fermés, d'adultes aigris qui sont en train de dire à leur enfant: «Mais tu as compris, hein? Fais ça!» Mais du coup, ils peuvent pas le dire à leur enfant, ils le disent à l'autre: «Tu as compris, hein? Fais ça!» «Ah mais j'ai besoin de dominer parce que moi, je suis mieux que toi, parce que si je suis pas mieux que toi, je suis personne». Et maintenant, c'est en étant moi, je suis mieux que personne et je m'en fous, j'ai pas besoin d'être mieux que quiconque. J'ai pas besoin de ça, pas du tout. Moi, un ami a besoin de moi à 1000 kilomètres, j'y vais, je prends ma voiture parce que j'ai envie, parce que c'est moi, parce que c'est comme ça. J'ai pas besoin d'être mieux que quelqu'un, je suis moi, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà Qu'est-ce que facile. tu penses du patriarcat? Ah, le patriarcat, Mortimer, merci. Le patriarcat, bah, je me demande si c'est un contenant d'hystérie ou si c'est une hystérie. On en parle dedans. Heu, Tous ces hommes, souvent après 50 ans, on l'a rencontré chez Freud, un peu chez Lacan d'ailleurs, le patriarcat. Qu'en est-il du patriarcat? Pour moi, je te dis, c'est un contenant. Oui, il contient une hystérie, parce que c'est souvent après 50 ans, donc c'est souvent quand la sexualité est en baisse ou quand l'homme n'est même s'il a la même sexualité, quand il doute de sa sexualité ou quand il est marié avec une femme depuis 30, 40 ans et qu'il n'a plus, qu'il ne pense ne plus avoir ce pouvoir phallique parce qu'il n'a plus de manque. Il a tout à la maison, donc il a besoin de ressentir ce manque, donc il domine. Hein. On le retrouve aussi chez la femme, ce phallus symbolique, hein. La femme qui veut dominer, souvent quand elle veut dominer, c'est qu'il lui manque quelque chose et qu'elle ne laisse pas parler son enfant intérieur. On le retrouve aussi. Moi, je trouve que c'est pas, avant la symbolique du phallus, il y a la symbolique du vivant qui est plus forte. Alors je n'oublie pas parce que la symbolique du phallus, elle rencontre notre société. On peut pas passer à côté, mais on n'est pas obligé de la mettre tout le temps en avant. Enfin, j'allais dire une connerie, je vais pas le dire parce que là, je veux dire, les mecs ont pas besoin d'être bites en avant tout le temps, quoi. Ah, c'est pas la peine, en fait. Voilà, exactement. On sait qu'ils l'ont, c'est bon, Voilà, c'est pas la peine de nous la on sait montrer. qu'ils l'ont, on veut pas leur prendre. D'abord, on rend toujours nos Non, non, jouets on rend nos jouets, nous, toujours. et puis c'est très bien que ça leur appartienne. Moi, j'aimerais absolument pas l'avoir, sincèrement. J'en ai besoin ni là, ni là. Je veux dire, je suis très bien, telle que je suis. Ce besoin d'affirmer, de dominer, pour moi, il n'a de sens que le statut d'objet et que l'illégitimité que la personne ressent en elle. Elle légitime pas son enfant, donc l'adulte est en train de lui dire: «Tu as vu, hein? Tu vas faire ci, hein? Tu vas faire ci, hein?» Et voilà, et le phallus est né.
Belle naissance du phallus. Bonne naissance du phallus. Il est pas né forcément quand le petit garçon naît, là c'est anatomique, là c'est plutôt symbolique et ce patriarcat, alors moi je souris beaucoup parce que je dis souvent, bah, ce patriarcat des hommes de plus de 50 ans qui ont une super Ferrari et qui collent la boîte de Viagra sur le pare-brise et que du coup ils voient plus clair parce qu'il y a plus que la boîte de Viagra. Du coup, ils n'arrivent même plus, ils sont dans le symbolique phallique, mais ils n'arrivent même plus à retrouver leur anatomie puisque c'est ce symbolique phallique ou alors ils la retrouvent par rapport à cette symbolique. Oui. Donc il y a quelque chose qui je pense que quand l'enfant, quand on retrouve son enfant intérieur, les hommes retrouvent, retrouvent le phallus quelque part, leur phallus anatomique et ils peuvent jouer à touche pipi. Je pouvais pas Voilà, m'empêcher de la c'est dire. ce que j'allais dire. Tu me C'est le début de toute relation, faut pas déconner. Non, non, mais enfin, il faut pas oublier, de vouloir être un homme à tout prix. Je dois être un homme à tout prix, je dois me montrer, comme un homme dans cette société où c'est l'homme, quoi. Et ben non. Soyons simplement vivants et humains. Le phallus, qu'il soit symbolique ou physique, on lui accorde une importance qui pour moi, dépasse les émotions, dépasse le vivant. Freud dit qu'au départ, on est tous bisexuels, c'est-à-dire qu'on n'est pas un garçon, qu'on n'est pas une fille, on est un enfant. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit mon fils quand je l'ai emmené à la crèche. Quand je lui ai demandé s'il y avait beaucoup de petites filles et beaucoup de petits garçons, il m'a dit oui, maman, il y a beaucoup d'enfants. Voilà, donc j'ai compris. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on peut être un adulte non genré comme un enfant? Est-ce qu'on peut bah, nous, on est des enfants asexués quand on est ensemble. Oui. C'est-à-dire on n'a pas enfin, on n'est pas là pour, on n'est pas dans une dominance phallique. Quand je dis asexué, non, on accepte notre féminin. On a il y a pas de souci. On l'accepte tout à fait, mais on n'a pas besoin de le mettre en avant, ni dans le charme, ni dans la domination. En fait, on n'a pas besoin de ça. Je ne sais plus ta question. Est-ce qu'on est Est-ce encore qu'on peut être un adulte ni fille ni garçon comme on l'était enfant? Alors, on l'est, mais pas que. Je pense qu'on est un adulte, ni fille ni garçon, c'est ça notre enfant intérieur, en fait. C'est celui qui: «Allez viens, que ça soit un garçon ou une fille, viens, on va jouer à la on va prendre une douche ensemble. Allez viens, on va jouer au pistolet à eau» et qui s'en fout et quand l'autre se fout à poil: «Ah! Voilà, c'est pas pareil, mais c'est pas grave, on va rien en faire parce que c'est comme ça» ou on va juste toucher pour voir ce que ça donne parce qu'on est des enfants. Mais, l'adulte en fait autre chose. Alors on est aussi hommes et femmes, c'est-à-dire on a aussi du désir, il y a aussi du sexe, faut pas oublier ça. Il y a du désir, il y a du sexe. Alors on peut revenir au sexe aussi, la jouissance. La jouissance, jouir pour soi, jouir pour un autre. Enfin, il y a beaucoup de symbolique là-dedans. Il n'y a pas de phallus dans la jouissance, il y a un phallus tournant pour moi, symbolique, hein, parce qu'il faut bien chacun, enfin, il y a un Bien phallus sûr. tournant. Il y a un phallus tournant, donc il y a pas un qui est phallique et l'autre qui n'est pas phallique. C'est 2 enfants. Alors pour moi, c'est 2 enfants qui se rencontrent, heu et qui à ce moment-là, deviennent adultes sexués ensemble. Ça vient de me venir, Oui. hein. C'est-à-dire à ce moment-là, il y a quelque chose qui se et il y a la jouissance, elle n'est pas pour, il y a peut-être une unification, mais avant l'unification, il y a une différenciation. Tu Je veux ch dire que chaque adulte qui se rencontre dans l'amitié, dans l'amour, dans la séduction, peu importe, en première instance, ce sont 2 enfants qui s'attirent? Tout à fait. Si tu regardes au bon endroit, c'est ce que tu enfin moi, c'est ce que j'ai constaté, que ça soit chez mes patients, c'est toujours 2 enfants. Alors 2 enfants qui veulent se réparer, mais ça on ne répare pas. En pensant réparer, on reproduit en changeant juste un petit quelque chose. Soit simplement, des fois, on change de personne, hein, et on pense avoir réparé, mais non, on reproduit. On Hem reproduit. Et on reproduit souvent, on reproduit, mais pas forcément ce qu'on a fait depuis que l'on est né. On reproduit ce qu'ont fait nos ancêtres. Quand on regarde plus loin, moi, je me suis aperçue, j'étais dans la reproduction, mais des schémas ancestrales derrière et en voulant changer la reproduction, hem, on pense aller dans la réparation, mais on refait pareil. Le seul moyen, c'est de casser, de faire une brisure avec tout ça, de s'interroger avec ses tripes, et de regarder au bon endroit. C'est-à-dire là, vraiment où ça fait mal. Mais casser, ça voudrait dire, oser sortir de sa zone de confort, très inconfortable bien souvent d'ailleurs, elle porte peut-être mal son nom cette zone-là. Oser faire un pas vers l'inconnu et oser, aller vers quelque chose qu'on n'a jamais fait. Beh, autrement, tu veux faire comment? Il faut vraiment aller vers l'inconnu. C'est cette si tu vas au McDo tous les midis à 10h30 ou enfin à 12h30 ou et cetera, ou à l'Intermarché, tes courses le jeudi, enfin, il est où l'inconnu, en fait? Tu es d'accord que ça demande énormément de courage? Mais la vie, c'est quoi?
Je suis d'accord avec toi. La vie, si c'est pas le courage, tu es dans la survivance, en fait, puis un jour tu meurs. J'ai accompagné des patients en soins palliatifs et quand ils meurent, ils sont en mode panique. Quelqu'un qui a vraiment vécu, il est pas en mode panique quand il meurt. Jamais. Quand j'ai commencé mon analyse, elle est loin d'être finie, elle ne sera jamais finie jusqu'à mon dernier souffle, je pense. Euh, un jour, mon analyste me demande pourquoi je fais ce travail sur moi. Enfin, je sais plus comment il a tourné ça, mais moi, c'est ce que j'ai entendu, en fait. Et je lui dis parce que le jour où je fermerai les yeux pour la dernière fois, je veux avoir vécu. Ouais. Le problème, c'est que j'avais pas compris que derrière ça, il aurait fallu oser. Oui, tout à fait. Voilà, et là, il n'y a pas très longtemps que je l'ai compris, mais c'est OK, il vaut mieux tard que jamais, hein, chacun sa temporalité. Mais vivre, en fait, c'est oser. Oser être un enfant, oser sortir de ce schéma de répétition, oser ressentir ses émotions les plus, euh, les plus dégueulasses, on va dire. En fait, avoir peur, c'est être ni mort ni vivant. Alors, on a tous les névroses, elles partent pas, on les place, hein. C'est s'enfermer dans sa peur, derrière des barrières névrotiques rassurantes, qui est ni mort ni vivant pour moi. Et mais derrière la névrose, on regarde alors ça, je vais là, je rejoins plus, Einstein, et cetera. Je vais plus dans la physique quantique. On a tous on voit bien que le sang, il circule parce qu'il y a de l'énergie. On voit bien que la lumière s'allume parce qu'il y a de l'énergie. Les plantes vont chercher de l'énergie dans le sol. Enfin, tout est on respire dehors parce qu'on a de l'oxygène. C'est-à-dire, si tu mets un humain dans un monde où il n'y a ni oxygène, déjà, il n'aidera pas l'humain. Donc, on est tous liés à quelque chose d'autre. On ne peut pas être seul quelque part. On est tous liés à quelque chose de vivant. Hein. Alors, quel est le premier lien du vivant? J'en sais rien, c'est peut-être plus ensemble. J'en sais rien, là, on cherche dans la physique quantique. On est tous liés à quelque chose. Et quand on regarde ça, derrière cette névrose, il y a ce vide, mais ce vide, il n'est pas vide puisqu'il est rempli d'énergie. Et qu'est-ce qui fait circuler notre sang? On a tous peur de ressentir ce vide, parce que si on le ressent, on n'est plus rien. On se dit, si on va derrière cette névrose qui nous auto-alimente, en fait, on n'est plus rien. Mais si, justement, c'est là qu'on est tout. Derrière cette névrose, alors on la ressentira toujours, elle est là, elle nous habite, mais elle n'est pas obligée d'occuper tout l'espace en fait et de l'occuper en permanence. Et pour ça, il faut la laisser libre parce que quand elle est libre, elle part elle a besoin de liberté en fait, la névrose. Hein. Ah ben j'ai fait ça, ben ouais d'accord. Elle a besoin de liberté, mais d'être comprise, comme un enfant en fait. Elle a besoin de liberté d'être comprise. Quand on la libère et qu'on la comprend, on accède un petit peu au vivant, c'est-à-dire à ce qui est vraiment nos tripes en nous, ce qui nous apaise, c'est vraiment le vivant, en fait, ce qui nous apaise. Hein. Et ce lien qui est. Alors, je rejoins. Mais en fait, je pensais rejoindre Jung, mais quand j'ai regardé, j'ai lu Lacan dernièrement, il le dit aussi d'une certaine façon. Euh, dans tous ses non-dits, dans ses mots placés, il le dit, qu'il y a cette connexion avec le vivant et qu'elle est essentielle. Ils le disent tous. Je ne sais pas pourquoi il y a une scission, c'est sûrement leur enfant intérieur qui n'a pas pu se connecter les uns aux autres, parce qu'ils le disent tous. Même Dolto le dit dans son action avec les enfants. Elle va chercher son enfant et pourtant derrière elle montre une femme guerrière. Devant tout le monde, elle montre une femme guerrière. Parce que face au monde, on doit paraître. Donc tout ce vivant, cette connexion à l'essentiel, on peut la ressentir et elle nous lie les uns aux autres. Et notre plus grande force en tant qu'analyste, c'est l'humanité. L'humanité qui nous lie les uns aux autres. Si on oublie ça, d'abord comme le dit aussi Catherine Dolto, sans humanité, pas d'analyse. Enfin, Irvine aussi, sans humanité, pas d'analyse. Irvine qui va sortir son dernier livre qui parle des émotions. Les émotions, d'après ce que j'ai compris, d'après Ben, les émotions en vieillissant. Qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions intenses que l'analyste ressent au cabinet? Donc j'attends ton livre, Ben, et celui d'Irvine avec beaucoup de plaisir. Tout ça, en fait, tout ça, c'est cette relation avec le vivant dont Irvine va nous parler, parce que ces émotions en vieillissant, c'est de plus en plus avec le vivant. Parce on ne les contrôle pas forcément, c'est de plus en plus avec le vivant. C'est ces émotions, je pense, le maître du monde. C'est pas, c'est pas le paraître avec notre masque qu'on met tous les matins. C'est pas ça. Est-ce que tu penses, toi, Anne-Marie, que tu as compris ta névrose, ton trauma? Ça y est, où t'en es? Est-ce qu'on comprend vraiment les choses? Disons que j'en ai trouvé le fil conducteur, on va dire. Je sais quand elle s'active, ça systématiquement. Euh, le trauma difficile, parce que moi j'ai un trauma récurrent majeur et avec énormément de stress
post-traumatique, donc au bout d'un moment, je me suis arrêtée de rechercher. J'ai trouvé insignifiant un film et je me suis arrêtée de rechercher tout parce que tu es collée à l'effroi et c'était insupportable. Mais je veux le ressentir quand c'est actif. Moi, je dis un violeur, quand il passe, je veux savoir, je veux ressentir que j'ai ce risque. Je veux sentir quand j'ai un poil brûlant, qu'il est brûlant. Je veux rien changer de moi, en fait. Il fait partie de moi maintenant. Je veux rien changer de moi, je veux rien enlever, mais je veux en faire quelque chose. Alors, on n'a jamais fini avec son trauma et sa névrose, bien évidemment. Mais le fait de les accueillir, et de les laisser libres, nous permet justement, nous, d'être libres face à ça, de trouver notre propre liberté. On est tous différents de quelque chose, on sera tous heurtés par quelque chose de différent d'ailleurs, mais accepter sa propre liberté, c'est accepter de se connaître. Et je serais sur le divan, comme j'écrivais, donc comme je l'ai écrit dans le livre d'ailleurs, même après ma mort, parce qu'il y a pas de fin. Vu que je n'ai aucune certitude, je ne m'arrêterai pas, même si je fais qu'un mètre. Enfin, j'ai triché sur le livre, j'ai mis 1,57 m, mais je pense que c'est plus bas. Je me suis tassée. On n'a on n'a pas de certitude. Et la meilleure chose qu'on peut s'accorder, c'est de grandir toujours, d'être à l'écoute des autres, attentif à soi, de grandir. Et la possibilité que l'on a, par contre, qui est un point important, c'est de casser ces traumas de génération en génération, de casser cette répétition. C'est ce que je dis souvent, je te l'ai dit souvent, je pense être dans mon chemin de vie celle qui va casser la répétition, enfin en tout cas essayer, mais c'est ce que je ressens dans mes tripes, hein, faux ou pas faux. La répétition traumatique qui vient d'année en année. Alors elle ne servira pas à mes enfants, peut-être pas, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que mon chemin de vie va dans ce sens, que je casse cette répétition traumatique. Alors, c'est peut-être une erreur, hein, c'est juste moi j'ai jamais de certitude, hein. Moi je vais où le vent me porte, tel un oiseau. Si tu devais conclure en une phrase, qu'est-ce que Oh tu là, dis? je dis que c'est pas possible. Moi conclure une Je phrase dis que c'est pas possible. moi conclure une phrase, je sais pas. Alors Quelle question aurais-tu sur moi, Céline, que tu aurais pas pensé à poser? Même personnelle, je m'en fous, j'ai rien à cacher. ben moi, en fait, j'apprends encore des choses sur toi, tu vois, tout le temps. Je t'ai connue il y a pas très longtemps, en fait, dans l'histoire d'une vie, c'est tout récent. Je t'ai connue comme une femme qui réagissait encore très fortement à sa névrose et son trauma sans en avoir encore tout compris. En tout cas, sans en avoir compris ce que tu as compris aujourd'hui, parce que tu n'as peut-être encore pas tout compris. Je ne sais pas, je suis personne pour le penser. Mais j'ai quand même vu en si peu de temps une enfant qui a drôlement grandi. Et je dis une enfant qui a grandi et pas une adulte parce que tu restes et tu resteras toujours cet enfant, je pense, parce qu'il t'est cher. Mais je trouve que cet enfant, aujourd'hui, il a le droit de parler, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de ressentir, alors que pendant des années et des années, je dirais presque même un demi-siècle, on lui a dit de se taire et de se mettre dans une case et de souffrir en silence. Et aujourd'hui, je vois une femme qui a tellement compris vers quoi elle pouvait grandir. Euh, T'en es presque quelqu'un de nouveau, tout en étant la même. En fait, tu es devenu ce que tu es. Qu'est-ce que tu penses de notre relation? Elle est belle. Bah, c'est deux enfants dans une cour de récré qui s'assoient ensemble, qui rient ensemble, qui s'autorisent à pleurer ensemble, qui s'aident l'une l'autre quand l'une a une névrose activée, l'a pas, donc elle peut l'aider à se poser et vice-versa. Qui se disent toujours tout, mais d'une manière bienveillante, à la limite d'être heurtante parfois, mais avec beaucoup d'amour. Et c'est justement ce fait de heurter qui fait grandir, mais c'est jamais malveillant et c'est toujours dans le respect de l'autre. Euh, alors moi, je comprends que tu puisses déranger certains par cette spontanéité, cette naïveté. De pas toujours comprendre tout de suite ce que ça peut faire en l'autre dans cette société-là, parce que tu penses que tout le monde va le prendre avec la naïveté avec laquelle tu vas agir. Ben, moi, ça me heurte pas et je comprends ton geste. Et comme je suis une gamine comme toi, peut-être trop naïve, justement, ben, on est enfin ensemble, quoi.
Voilà, deux femmes. Alors, pas une femme enfant, deux enfants qui essayent qui grandissent vers ce que peut être une femme. Voilà, peut-être. Alors moi je dirais que l'adulte qui est grandi, qui est en nous est mature et ne réprime pas l'enfant, il Non, l'autorise. voilà. Hem, Ça me semble hyper important en fait. C'est-à-dire on est aussi moi je suis aussi une femme d'affaires, enfin je sais aussi faire, les choses, mais c'est toujours l'enfant qui reprend le dessus d'ailleurs. Même si je suis à la gendarmerie, c'est toujours la gamine. C'est quand ils te prennent en photo: «Vous venez avec moi?» Voilà, bon voilà, c'est toujours, ce côté, spontané qui surprend, qui nous ressemble parce que toi aussi tu es assez spontanée. Donc ensemble, je vous raconte pas les feux d'artifice que ça donne et je crois que l'important aussi dans la vie, c'est la source, c'est le lien avec le vivant, c'est aimer. Alors c'est, comme je dirais: «Je ne t'aime pas toi, je t'aime parce que tu fais partie de l'humanité» et ça, c'est hyper important pour moi. Ce lien humain, il est source de tout, de toutes les interrogations et il n'enferme dans aucune certitude. Je pense que ça, c'est une priorité en tant que femme, en tant que psychanalyste, en tant que présidente de l'association des psychanalystes modernes, où on accueille tous les courants, hein, ils sont le bienvenus. Alors là, évidemment, on avait moins le temps. J'avais moins le temps dernièrement, avec bon, des problèmes de santé, puis ce livre qui était comme ça un moment d'émotion. D'abord, on commence le deuxième, intense. Une sublimation, comme faisait Lacan, en fait. Lacan, il sublimait par des mots son trauma. Il faut être clair, son ou ses traumas, il sublimait par des mots. Moi, j'ai besoin de sublimer par l'écriture mon ou mes traumas. Alors, vous verrez, je répète beaucoup de mots, mais ils sont répétés sciemment. C'est pas une répétition Maladroite. maladroite, c'est sciemment parce que je n'en ai pas trouvé d'aussi puissant pour les remplacer. Donc, c'est une répétition voulue. On va le rajouter parce que je pense qu'on va être attaqué sur tous les fronts, tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on n'a pas dit. Mais ce livre, il nous permet d'ouvrir, pour nous la psychanalyse, heu ne pas oublier que ces théoriciens n'étaient pas des théoriciens, en fait. Ils ont mis quelque chose pour qu'on y réfléchisse et qu'on réfléchisse pas à ce qu'ils avaient dit, mais à ce qu'ils n'avaient pas dit. Et moi, je pense que c'est très important. La psychanalyse, elle me pousse à réfléchir à ce que je n'ai pas lu, à ce que je n'ai pas encore entendu, à ce que je ne connais pas. Et ça, c'est très important. Autrement, on va en faire quelque chose qui va être normé et les patients qui arrivent dans notre cabinet, c'est pas possible. Ils ne rentreront jamais dans les cases des théories qu'on a eues, jamais, c'est pas possible. Donc découvrons-nous, découvrons la psychanalyse et faisons grandir l'association des psychanalystes modernes qui est chère à mon cœur. Elle a été créée avec un ami et pour moi, elle est très importante. Les valeurs n'en ont pas changé, elles n'ont absolument pas changé. C'est toujours les mêmes. On a on n'a pas changé ces valeurs que monsieur Sommer avait écrit d'ailleurs, sur le site et cetera. Elles n'ont pas bougé, elles ne bougeront pas. C'est les valeurs de l'APN, elles ne bougeront jamais. Je n'ai pas On grandira ensemble, ceux qui viendront avec nous grandiront avec nous, ceux qui ne viendront pas, bah, grandiront aussi avec nous. On peut avoir des relations. On n'est pas fermé à ça, c'est pas la seule relation qu'on peut avoir avec nous. Mais on y tient, enfin moi j'y tiens personnellement à cette association. Elle est très, très importante pour moi. Le moment de sa création était très important. Le pourquoi elle a été créée est très important et avec qui je l'ai cofondée, c'est très important pour moi. Je ne renie jamais mes amis, ils ne deviennent jamais mes ennemis d'ailleurs. J'ai pas d'ennemis, enfin dans mon cœur de femme et de psychanalyste, je n'ai aucun ennemi et mes amis restent mes amis toute ma vie en fait. Il y a pas de et c'est comme ça et quoi que l'on pense de moi alors attention, ce que j'aime bien, c'est surtout ne pensez pas à ma place, vous ne savez pas ce que je pense. C'est quand même dommage de supposer que je pense quelque chose, de supposer que je fais un acte en pensant le faire pour une raison précise. Ne le pensez surtout pas pour moi parce que vous ne savez pas pourquoi je le fais et pourquoi je le pense. Je vais conclure avec la première phrase que j'ai employée et je vais la développer. Vas-y. On ne voit bien qu'avec le cœur, oui, mais tout autant qu'on sache regarder avant notre propre cœur, avec nos émotions, en osant aller au fond de nous-mêmes, et seulement là, on sera capable de voir l'autre avec notre propre cœur et décoder ce qu'il a dans son propre cœur. Et oui, aimer nous appartient et aimer la vraie valeur d'aimer, c'est aimer sans condition. On peut aimer une plante, on peut aimer la terre, on peut aimer un ami, aimer une amie. Si la plante ne nous aime pas, si la terre ne nous aime pas, si la plante nous pique d'ailleurs, si la terre ne nous aime pas et si l'ami, peu importe, on a le droit d'aimer, ça nous appartient et le cœur n'a pas de prison. Ce sera le mot de la fin, Madame Christina.
Marchambault, à tout à l'heure au téléphone, quand j'aurai des mots pour la revoir. À très vite. Merci pour ce moment, à très vite. Toi aussi, merci.